Bonjour mes chers étudiants et bienvenue à ce cours de rhétorique et stylistique du semestre 6, euh, option littérature, filière études françaises. Alors il s'agit de vous présenter tout d'abord les axes du cours. Premièrement, nous allons essayer de voir les types de discours et ce sont des éléments bien sûr. C'est un rappel de ce type-là que vous avez déjà vu à travers votre cursus universitaire dans les différents semestres. Ici, je vous présenterai les types de discours et c'est-à-dire différents types de discours ou bien de textes, à savoir le texte narratif, le texte descriptif, le texte argumentatif, le texte explicatif, le texte informatif, le texte injonctif et le texte expressif. Bien sûr, ce sont des éléments voilà, qui renvoient à... Donc ces pages-là renvoient au PDF que vous avez en ligne sur la plateforme de, du site de notre faculté, la faculté polydisciplinaire des Rachidien. Alors, dans un deuxième axe, nous verrons qu'est-ce que l'argumentation, une définition, une présentation, une définition de l'argumentation. On verra également la mise en perspective de la notion d'argumentation. Qu'est-ce que la rhétorique aristotélicienne? Et donc nous avons la comparée avec, avec bien sûr la nouvelle rhétorique de Chaim Perlman et un retour sur les techniques argumentatives classiques qui constituent les parties du discours, un retour sur Aristote, et sur évidemment ça, sans traiter plutôt de rhétorique. Et nous verrons dans un premier temps, dans ces différentes parties du discours, l'invention, c'est-à-dire partie de la rhétorique. Les parties sont des techniques argumentatives qui constituent les parties du discours, sont ce qu'on appelle communément les 5 parties de la rhétorique, à savoir l'invention, la disposition, l'élocution, la mémoire et l'action. Dans un troisième axe, nous parlerons de l'argumentation et l'énonciation. Premièrement, une définition de qu'est-ce que l'argumentation et l'énonciation, quel rapport, et puis nous verrons les principaux indices d'énonciation, les mots dont le sens varie avec la situation de communication, les révélateurs de l'opinion du locuteur et les situations d'énonciation, les voix, qu'est-ce que les voix, et puis, définition des voix, bien sûr, et puis la double énonciation. Dans un quatrième axe, on parlera du thème et de la thèse. Définition, les moyens pour repérer le thème, qu'est-ce que le thème et qu'est-ce qu'une thèse, qu'est-ce qu'un thème et qu'est-ce qu'une thèse. Euh, donc, euh, dans la perspective, bien sûr, d'une analyse rhétorique des textes, nous verrons donc quelle est l'utilité de ces définitions et quel apport du thème et de la thèse dans cette analyse rhétorique. Nous verrons bien sûr également les arguments, les exemples, les arguments dans un cinquième axe, les exemples dans un sixième, et puis dans les exemples, on verra la place des exemples, les types des exemples, puis dans un septième axe, les relations logiques ou les connecteurs logiques, des relations implicites ou explicites, et puis un tableau des principaux mots de liaison. Je rappelle que tous ces éléments, vous les avez dans le PDF, le document PDF que vous avez en ligne sur la plateforme du site de la faculté. Alors, dans un huitième axe, nous verrons les différents modes de raisonnement. Et puis, nous parlerons donc ici du raisonnement déductif ou inductif, le raisonnement par analogie, le raisonnement concisif, le raisonnement par l'absurde, le raisonnement critique, et puis le syllogisme. Puis dans un neuvième axe, nous verrons les formes de valorisation et de dévalorisation. Ce sont des éléments qui nous permettent, nous le verrons bien, d'analyser de façon rhétorique, je le rappelle, les textes. C'est la perspective dans laquelle nous travaillons ce cours. Le lexique appréciatif, le vocabulaire amélioratif, ce qu'on appelle aussi laudatif, élogieux si vous voulez, et puis le vocabulaire dépréciatif, péjoratif, en quelque sorte, dévalorisant, avec le lexique dévalorisant, et puis les figures de l'éloquence,
la comparaison et la métaphore, l'hyperbole, l'ironie, l'antiphrase, le paradoxe, la fausse logique ou bien la logique, ce qu'on appelle la logique absurde. Et puis dans un dixième axe, les stratégies du discours argumentatif, à savoir la réfutation, la concession, la confrontation, l'adhésion, l'examen et l'examen critique. Et puis, ce sont donc les axes en général donc, que nous avons pu, ou bien sur lesquels nous travaillerons dans ce module. Et puis là, une bibliographie, donc, à titre indicatif, des références bibliographiques à consulter pour de plus amples analyses et études sur approfondissement d'une perspective donnée dans le cadre rhétorique et argumentatif, et également stylistique. Premièrement, donc, c'est le traité, donc le classique sur la rhétorique, c'est la rhétorique d'Aristote, traduction de Charles-Émile Ruel, le livre de poche, Paris 1991, et puis Roland Barthes, L'aventure sémiologique, édition du Seuil, Paris 1985, puis Bélinger, donc l'argumentation, principe et méthode, Paris, ESF, Paris 1984. Puis Perlman, Chaim Perlman, L'Empire rhétorique, c'est un classique aussi de la rhétorique, à côté bien sûr donc du, du traité de l'argumentation et bien sûr de rhétorique, donc élaboré, plutôt réuni, ensemble de textes réunis par Michel Meyer. Donc, l'Empire rhétorique, Paris 1977. Et puis Chaim Perlman, rhétorique, au pluriel, édition de l'Université de Bruxelles, 1989. Et puis bien sûr le traité de l'argumentation dont je viens de vous parler, édition de l'Université de Bruxelles 1982. Et puis bien sûr si vous voulez consulter Olivier Roboul, Introduction à la rhétorique, Presse universitaire de France, Paris 1991, puis un autre livre euh, donc Olivier Roboul, La rhétorique, que sais-je, Presse universitaire de France, Paris 1993, puis un troisième, euh, donc plutôt Jean-Jacques Robrio, donc c'est Éléments de rhétorique et d'argumentation, Dunod, Paris 1993, et puis Jean-Jacques Robrio également, Les figures de style et de rhétorique, donc c'est un rattachement donc avec le socle rhétorique, Dunod, Paris 1998, puis Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, un ensemble de stratagèmes, de stratégies, donc si vous voulez, pour imposer ses points de vue au locuteur, bien à l'interlocuteur, bien au ce qu'on appelle communément, donc en termes d'argumentation de rhétorique, à l'auditoire. 1900, bien sûr, traduit par Henri Plard, Circé, édition Circé, Saussure, 1990. Maintenant, nous verrons dans ce premier axe la mise en perspective de la notion d'argumentation. Et bien sûr, on va essayer de parler de la rhétorique aristotélicienne. Alors, argumenter consiste donc pour un orateur à chercher à accroître l'adhésion de son auditoire, qui finalement reste juge de la validité des arguments qui lui sont présentés. Indiscutablement, la matrice de l'argumentation s'articule autour de l'humilité, ça c'est un principe fondamental, l'humilité, la modestie et la considération que l'on doit apporter donc au discours de l'autre et à l'opinion généralement de l'autre. Tout point de vue est partant du principe que tout point de vue est respectable. Donc, c'est la pluralité. Donc la marque la plus intéressante, la plus marquante, si vous voulez, la plus proéminente de l'argumentation, c'est cette valeur-là de la plurivocité et de la pluralité. Donc il n'y a pas une seule opinion dominante. D'ailleurs, l'argumentation, la rhétorique, donc il naît dans un contexte démocratique. C'est donc la démocratie qui a permis donc cette, cet avènement, si vous voulez, de la rhétorique dans un cadre bien sûr juridique. Et l'on parlera de ces éléments donc, à travers les axes que j'aborderai avec vous dans ce cours. Alors,
Donc tout point de vue est respectable, bien sûr, et de la symétrie entre donc, deux éléments fondamentaux, si vous voulez, il y a l'humilité, la valeur de l'humilité, et bien sûr la symétrie entre l'orateur et son auditoire. C'est-à-dire donc ce dernier, c'est-à-dire l'auditoire, conserve une certaine autonomie dans l'interprétation et dans l'assentiment des textes, c'est-à-dire il est libre, libre à lui de croire, de ne pas croire à ce que lui présente donc l'orateur. Et ça, c'est une valeur fondamentale de l'argumentation. Nous avons vu que donc elle est marquée par, elle a émergé pardon, dans un espace démocratique et par conséquent donc donc l'auditoire est libre de croire ou de ne pas croire, d'adhérer ou de ne pas adhérer à ce que lui présente l'orateur, tout orateur en général. Donc c'est ce qu'on entend par assentiment donc, aux thèses qui lui sont proposées. Alors, ce sont des principes, bien sûr, qui datent de la démocratie athénienne, qui ont été énoncés par Aristote dans son traité de rhétorique. Aristote se dégage donc de l'éthique platonicienne en distinguant le vrai du vraisemblable. Ce sont deux éléments donc clés, deux notions clés donc, dans le socle ou bien dans cette construction, si vous voulez, rhétorique. Le vrai, bien sûr, relève de la vérité et du général. Le vraisemblable de ce qui se discute et du relatif. Et donc c'est là où réside donc la différence entre philosophie et rhétorique. La philosophie à quête de la sagesse, et rhétorique qui est la recherche donc de ce qui est plausible, de ce qui est probable, de ce qui peut avoir lieu. Donc il fait de la rhétorique un véritable outil proche de la dialectique. Sachant que la dialectique donc c'est un élément qui permet donc, c'est un outil plutôt, disons-le, un outil qui permet donc c'est disons aussi que c'est une discipline voisine de la rhétorique et également de la philosophie. Mais c'est également un outil, comme je l'ai déjà dit, qui permet donc à la philosophie d'accéder à la vérité et qui permet également à tout orateur, dans le cadre rhétorique, de d'imposer un certain point de vue ou bien de convaincre et de persuader. Donc la dialectique, sa vocation première est de faire émerger la vérité, tout simplement. Donc c'est un outil qui permet justement à travers le dialogue, et là donc nous avons un dialogue dialectique, donc le va-et-vient de la parole dans un dialogue. Et c'est pas dans le cadre, on le verra, d'un orateur censé adresser un discours à son auditoire, sachant que l'auditoire, dans ce cas-là, ne peut pas réagir, ou bien comme il est donc dominé en quelque sorte par l'orateur. Et c'est une perspective que refusait justement Platon, puisque pour lui, un orateur devant un auditoire, devant une foule, donc impose en quelque sorte ses propres opinions, et on n'assiste pas à cette émergence de la vérité qui est du ressort plutôt du dialogue, donc dans un cadre dialogue entre deux individus par exemple, ou bien conversation qui permet donc justement à travers le va et le vient de la parole d'accéder donc de faire émerger la vérité et d'accéder donc à une certaine vérité. Alors, Aristote va faire donc de la rhétorique un véritable outil proche de la dialectique, dans lequel il élabore donc une méthodologie de production du vraisemblable, qui est l'art de trouver ce qu'un cas donné a de persuasif et de mettre en œuvre cette persuasion. A l'inverse, lorsque la communication est appréhendée comme un ensemble de processus fonctionnels, où l'interlocuteur est ravalé au rang de récepteur de cible marketing, donc on assiste à cela dans le cadre donc de cette communication moderne, de la publicité, de toute démagogie en général, de toute idéologie, l'art de convaincre est instrumentalisé et se réduit à une panoplie de techniques comportementales. Le primat donc de l'efficacité est affirmé aux dépens du principe de symétrie. Donc c'est ça l'efficacité. Donc, et puis le principe qui est fondamental que nous avons vu, la symétrie entre orateur et auditoire, c'est-à-dire le va-et-vient de la parole, donc l'échange en général, l'échange démocratique, égalitaire en quelque sorte, donc se voit disparaître donc ici dans un cadre donc
lorsqu'on parle de cible, ou bien lorsque la communication est appréhendée comme un ensemble de processus fonctionnels, où l'interlocuteur donc est relégué au rang de récepteur. Alors, le primat donc de l'efficacité est affirmé aux dépens du principe de symétrie. Par conséquent, la parole argumentative authentique ne peut se concevoir en dehors d'un choix humaniste clair, convaincre l'autre en respectant sa liberté d'adhésion. Donc, nous l'avons vu, donc cette rhétorique est née dans un contexte démocratique, je le répète donc, et dans un contexte de liberté. D'ailleurs, on renvoie cette naissance-là, ou bien on rapporte cette naissance à une île grecque, donc où deux tyrans vont renverser donc le pouvoir démocratique, ils vont instaurer un pouvoir dictatorial, de dictature si vous voulez, et par conséquent ils vont expolier donc les terres et les biens des gens. Mais un contre-mouvement donc démocratique va naître et va chasser donc ces deux dictatures, et on va essayer de revenir au statu quo, c'est-à-dire rendre aux gens leurs terres qui leur ont été donc spoliées, et donc les rendre à leurs propriétaires, leurs premiers propriétaires, avant la dictature. Mais la question qui se posait, c'est comment reconnaître quelqu'un donc qui possède une terre, sachant qu'il n'y a à l'époque ni papier, ni rien, ni titre de propriété. Ce qui fait donc que ce pouvoir démocratique qui a chassé la dictature va... euh, D'ailleurs, on situe cette action-là, ou bien cette histoire-là, dans la Sicile, si je ne me trompe pas. Et alors, ils vont instaurer donc ce pouvoir démocratique qui a été mis en œuvre après avoir chassé donc la dictature, va instaurer des, euh, ce qu'on appelle des jurys populaires chargés de rendre aux gens leurs biens, c'est-à-dire donc aux gens qui possédaient vraiment ces biens-là, leurs terres, etc. Mais la question qui se pose est comment reconnaître quelqu'un qui possède donc un bien donné, sachant qu'il n'a ni papier ni titre de propriété, comme je l'ai déjà dit. Alors c'est là que va naître la parole rhétorique, puisque il n'y a que parole contre parole, parce qu'il n'y a pas d'autres preuves. Bien sûr, il y a le témoignage, il y a le faux témoignage également. Mais comment permettre donc la vérité d'émerger et donc d'éclater au grand jour face donc à ce jury-là qui essaie euh, donc de statuer sur donc les différents conflits qui, euh, qui émanaient justement, ou qui ont émané de la dictature. C'est là donc que tous les gens, bien sûr, n'ont pas le même don de la parole, ne sont pas, donc, ne sont pas tous éloquents, ne sont pas dotés de pouvoir de persuasion et de conviction. Et par conséquent, euh, donc, ils vont déléguer, en quelque sorte, ils vont déléguer donc, ils vont déléguer euh, quelques donc, orateurs qui vont défendre leurs intérêts. Et c'est là donc qu'ils vont essayer en quelque sorte euh, de voir. Donc, les fameux orateurs que nous avons à l'époque sont des sophistes qui sont censés convaincre à la fois de la chose et de son contraire. Et c'est de là donc qu'on va assister donc effectivement à cette évidemment qu'on va assister à cette émergence donc de la parole argumentative dans sa dimension donc persuasive et séductrice. Et bien sûr, c'est la parole contre la parole. Et c'est donc là que nous avons vu naître les premiers avocats. Ce sont ces orateurs qui sont devenus par la suite des avocats. Pour vous montrer donc l'origine à la fois démocratique et l'origine juridique de la rhétorique. Alors donc, la nouvelle rhétorique, donc c'est une tradition d'ailleurs qui est léguée par Aristote, Cicéron et Quintilian, deux rhétoriciens romains, qui a été réinvesti donc par Champerlman.
initiateur d'une nouvelle rhétorique dans son traité de l'argumentation. Elle constitue donc une rupture, c'est-à-dire cette perspective-là, donc initiée par Perlman, constitue une rupture avec une conception de la raison et du raisonnement issu des thèses de René Descartes qui a marqué de son sous la philosophie occidentale des 3 derniers siècles. Se discute est forcément faux, je cite donc ici Descartes, dans son traité, dans son, donc le fameux discours de la méthode. Alors, ce qui se discute est forcément faux, donc c'est le principe posé par Descartes dans son discours de la méthode. Cette affirmation s'avère être une véritable machine de guerre contre la rhétorique, car seul sera tenu pour vrai ce qui sera reconnu comme évident, grâce à la raison. Or, selon Descartes, le propre de ce qui est évident est de ne point se discuter. En effet, il n'y a pas lieu d'argumenter contre l'évidence. Alors, d'après Descartes, tout ce qui se discute donc pour lui est forcément faux, puisque seule l'évidence ne se discute pas. Et par conséquent, donc, ça va porter donc un coup très dur donc à la rhétorique, puisque l'objet de la rhétorique est la discussion et la pluralité, comme je l'ai déjà montré au départ, des opinions et donc des points de vue. Alors, la nouvelle rhétorique. Le projet philosophique donc cartésien euh, de construire un système de logique formelle qui prétendait au statut de science avait dit de sa substance le domaine de l'argumentation en ravalant cette dernière au rang de simple artifice. Par ailleurs, cette démarche rompait le lien consubstantiel existant entre les arguments utilisés et les opinions défendues, dont ils ne sont pourtant que la mise en forme. Alors, donc l'apport de Perlman dans les années 1960 fut de restituer donc à la technique argumentative une nouvelle légitimité à travers la notion d'adhésion. À la différence de l'évidence, l'adhésion implique autant la personne de l'orateur que celle à qui s'adresse l'argumentation. L'auditoire, savoir donc l'auditoire. L'argumentation opère donc dans le champ de la subjectivité et de la croyance. L'objet donc de la théorie de l'argumentation est en définitive, selon Perlman, l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment. Maintenant, on verra donc quelles sont les techniques argumentatives classiques constituant les parties du discours. Ils sont en nombre de 5 et interviennent dans un ordre immuable et canonique, c'est un ordre qui ne change pas, correspondant à un véritable protocole. On la taille successivement, donc inventio, dispositio sont le N, sont le ON, pardon. On dit donc en latin inventio, dispositio, elocutio, memorio et action. Alors, en quoi consiste donc l'invention? L'invention, d'abord commençons par Barthes qui dit que l'invention c'est le fait de, pas d'inventer, ce n'est pas le terme étymologique d'inventer, mais dans le sens de explorer ce qui existe déjà, trouver ce qui existe déjà. Parce que ça fait partie, donc c'est un héritage, on le verra bien. Les arguments, l'ensemble des arguments, les lieux communs, etc. C'est un héritage donc qu'on fait donc passer d'une génération à une autre. Donc il s'agit pas uniquement d'inventer mais de toutes pièces, de créer de créer si vous voulez, mais de retrouver ce qui existe déjà. Donc après s'être assuré de sa propre opinion et de sa cohérence, l'orateur doit se soumettre à un questionnaire, à un questionnement classique. À quel public, à quel auditoire l'argumentation est-elle destinée? Quelles opinions préalables l'orateur va-t-il rencontrer? C'est un ensemble de questions donc auxquelles donc on devrait répondre donc dans le cadre de cette invention. Donc l'argumentation diffère nécessairement selon le contexte, selon l'auditoire. Donc il n'existe pas d'argumentation, type pour un sujet donné, ni d'argument universel susceptible de convaincre n'importe quel auditoire. L'orateur doit d'abord chercher et choisir
un point d'appui dans l'auditoire pour l'aider à partager son point de vue. Et c'est ce qu'on appelle la phase d'ancrage. Et cette phase d'ancrage, donc, on peut également captation de la bienveillance. C'est un accord préalable minimum qui constituera donc le socle à partir duquel l'orateur, dans un mouvement ascendant, pourra présenter et étayer ses arguments. Quels arguments l'orateur va-t-il choisir et sous quels angles les exploiter? Il dispose donc de 4 types d'arguments qui sont respectivement l'argument d'autorité ou de sociabilité, qui consiste à s'appuyer sur la réputation socialement affirmée d'une autre personne, d'un auteur, d'un spécialiste pour conforter sa propre argumentation. En lui-même, cet argument est légitime. Seule sa dérive est condamnable. Cependant, il ne peut rivaliser avec un argument d'ordre logique. L'argument d'analogie, qui consiste dans une situation donnée à rechercher l'accord de l'auditoire sur la base d'un consentement, obtenu antérieurement dans une situation jugée similaire. Alors l'argument donc ici d'analogie est recevable si la ressemblance est fictive. Dans le cas inverse, il est spécieux, donc pour opposer donc au même titre que la comparaison, la métaphore, etc. Et toutes les figures ici d'analogie, ce qu'on appelle d'analogie. Alors l'argument de cadrage qui consiste à proposer une délimitation de la thèse défendue, qui majore certains aspects et en minore d'autres, dans un contexte où aucune description objective n'a de sens. Donc le cadrage, c'est une technique d'ailleurs à laquelle on assiste aujourd'hui avec les nouvelles techniques les nouvelles techniques bien sûr de communication et surtout donc utilisées par les masses médias. Donc majorer certains aspects et en minorer diminuer d'autres pour donc dans une perspective idéologique et parfois démagogique. Donc, c'est dans un contexte où aucune description objective n'a de sens. Donc, c'est l'absence donc de la description objective ici. Et nous avons l'argument de communauté qui consiste à appuyer son raisonnement sur une croyance communément partagée. Ici, donc, on assiste donc à certains proverbes également qui sont utilisés dans ce sens. La forme donc de partager sous forme de proverbes, de valeurs concrètes ou abstraites ou de lieux, sont ce qu'on appelle des lieux communs. Ici maintenant on verra la disposition. Alors en quoi consiste la disposition? C'est-à-dire donc il faut poser la question dans quel ordre les arguments vont-ils être présentés? Quel plan l'orateur va-t-il adapter traditionnellement? La disposition se décompose en 4 sous-parties. Donc nous avons l'exorde, première partie de la disposition, qui est la phase d'ouverture et de présentation du discours, où l'orateur cherche à capter l'attention de l'auditoire. Et puis nous avons la narration, exposée le plus objectif possible du contexte et de l'opinion défendue. Puis la discussion ou confirmation, présentation des arguments et réfutation des arguments adverses. La péroraison, qui est une récapitulation plus ou moins longue, qui clôture le discours en langage courant et là souvent une valeur, si vous voulez, de conclusion, si vous voulez, de résumé, etc., de ce qu'on venait de voir dans ce cadre-là, de le discours, si vous voulez. Alors, l'élocution, donc c'est la rédaction du discours, c'est la phase de rédaction, c'est le point où la rhétorique rencontre la littérature. Donc le discours est organisé en détail. Quelle rédaction, donc les mots, les tournures, quel style utiliser. Donc c'est le style ici. Ici on peut parler de 3 types de styles, le style bas, le style moyen et le style élevé. Et bien sûr de toutes les figures de style qui sont utilisées dans un discours donné. C'est de vous dire donc l'importance des figures du discours et du style même dans toute analyse rhétorique. La mémoire, sachant que les 3 premières parties, c'est-à-dire donc l'invention, la disposition et l'élocution sont des parties, si vous voulez, communes à tout type d'argumentation, c'est-à-dire qu'elles soient écrites ou orales. Ici, donc, la mémoire et l'action, ce sont les 2 parties qui sont strictement réservées donc, le discours prononcé donc, oralement devant un public.
Alors, lorsque le discours est totalement ou partiellement rédigé avant d'être prononcé, ou en tout cas lorsqu'il ne s'agit pas d'un discours improvisé, mais d'un discours préparé, une des tâches de l'orateur est de confier à sa mémoire un souvenir fidèle de cette préparation. Pour y parvenir, les auteurs anciens conseillent, d'une façon générale, d'entretenir constamment la mémoire par des exercices choisis, ce qu'on appelle donc dans le cadre mnémotechnique, et notamment en apprenant par cœur des passages entiers des bons auteurs. Donc ça vous aidera, ça aidera. C'est une mnémotechnique d'ailleurs, une façon de créer donc certains lieux même dans la mémoire pour se rappeler de certaines situations, certains éléments, certains points intéressants, sachant que la mémoire donc, comme je l'ai déjà dit, donc c'est généralement dans un discours qui est prononcé en public. L'action, énonciation et mise en œuvre effective du discours. L'action, c'est donc la mise en œuvre, c'est donc le discours qui prend corps à travers les gestes, à travers la mimique, à travers la voix. Donc, comment est la voix donc lorsqu'on prononce certaines parties du discours, etc. Dans cette ultime phase, l'orateur va littéralement jouer son discours devant son auditoire grâce à des effets de voix, à des gestes, des mimiques, etc. Alors donc, c'est pour donc les cinq parties de, donc, de la rhétorique. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo pour terminer tous les éléments que je vous ai déjà énoncés dans, le, dans la présentation des axes de secours. Merci de votre attention.